Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de notre discussion matinale sur les sujets de société. Vous le savez, l'une des valeurs transmises dans l'éducation traditionnelle africaine, eh bien, c'est le vivre ensemble, la vie en communauté qui jadis a fait le bonheur de nombre d'enfants devenus aujourd'hui adultes et pourquoi pas grands-parents. Alors, autrefois, personne ne dit que son enfant de façon enfermée. S'il est vrai qu'il n'y a pas de statistiques officielles, certains sont quand même convaincus au vu peut-être de leur constat que de nos jours, l'individualisme semble avoir pris le dessus dans notre société, donc freine quelque peu notre vivre ensemble. Serait-ce à cause du modernisme? La question reste posée. X n'a plus vraiment le temps de Y, ou si X a le temps de Y, c'est qu'ils ont des intérêts communs. Alors notre vivre ensemble se résume-t-il finalement aux intérêts? Mesdames et messieurs, c'est aussi une question. Ce constat est-il également le vôtre? Avez-vous aussi l'impression que notre société devient individualiste? Quels sont vos éléments d'appréciation? Comment y remédier? La vie en communauté, qu'en avons-nous fait? Nous y répondons ce matin avec nos invités que je vous présente. La vie en communauté, qu'en avons-nous fait pour en parler? Est-ce qu'il pose humain? Bonjour. Bonjour Angèle, bonjour le plateau et bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce matin. Marcus Kudjanma qui commence à être présent sur ce plateau quand même. Merci à vous. Marcus, bonjour. Bonjour à vous Angèle, c'est tout un plaisir pour moi de vous retrouver et oui, et je salue les amis téléspectateurs, salutations également au coach Eskil. Merci d'être avec nous mesdames et messieurs, vous pouvez faire le débat avec nous comme vous le savez sur notre numéro en bas de vos écrans donc pour la réception de vos différents messages. Alors nous allons faire peut-être un saut dans le temps pour quelque peu voir comment ou à quoi ressemblait cette vie en communauté il y a quelques années. Est-ce qu'il vous dévouez à cet exercice? Oui, pourquoi pas, puisque j'en ai vécu, donc je pourrais simplement en parler. Peut-être avant d'en venir là, la vie en communauté, c'est quoi concrètement selon vous? Merci. Dieu, dans son amour, nous a créé, nous a donné la vie pour vivre. Et vivre voudrait dire rester sur terre pour accomplir un certain nombre de choses. Accomplir ce que voudrait dire la vie, exister. Et votre existence, si Dieu a voulu que nous soyons isolés, il allait créer une seule personne sur terre, ou il allait créer une seule personne et la personne vivra dans une zone isolée. Alors Dieu a permis à ce que nous puissions donner la vie et être parents, se multiplier en un mot. Et cette multiplication nous oblige, n'est-ce pas, à vivre en communauté. Et vivre en communauté voudrait dire vivre dans la même idéologie, vivre dans la même commune, partager les mêmes valeurs, vivre les mêmes situations, c'est-à-dire que rester ensemble pour grandir, pour vivre et partager les expériences que chacun de nous aurait acquérir de part et d'autre. Alors, la vie en communauté consiste, n'est-ce pas, à partager les mêmes valeurs, à vivre ensemble et à vivre cet amour que Dieu a créé en nous pour que cette vie communautaire soit aisée. Parce que c'est même le but. Vivre en communauté, c'est le but, c'est vivre aisé. C'est cette complémentarité, n'est-ce pas,
que Dieu aurait voulu que ça existe entre nous pour que notre existence soit aisée, pour que notre existence soit vivable, si vous voulez. Donc, vivre en communauté, c'est partager les valeurs, c'est s'entraider, c'est vivre cette complémentarité tout en prenant la notion du pardon, de l'amour, de toutes les valeurs qui pourront nous permettre de vivre aisé, de partager cette terre-là qui nous réunit. D'accord. Et il en est de même chez vous, Marcus? Oui, je suis quand même très content d'avoir écouté le coach qui se réfère d'abord à la Bible, parce que c'est de là que ça commence. Effectivement, dans la Bible, dans Genèse, on dit souvent Dieu a créé l'homme et puis a demandé à ce que l'homme puisse faire en sorte que la terre puisse se multiplier en termes d'êtres vivants. Et donc, à partir d'une souche, on peut faire cette multiplication de sorte que nous soyons en communauté et vivre la vie. Et lorsque vous faites un feedback dans le passé, et ça m'amène par exemple à dire que l'histoire enseigne que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ouais. L'Afrique est le berceau de l'humanité, et je pense que cette manière de vivre en communauté caractérise beaucoup plus l'Afrique. Il y a, lorsqu'on remonte un peu dans le temps, il y a des pays qui ont connu de très grandes civilisations. Je voudrais nommer par exemple l'Égypte, l'Égypte antique. C'est une civilisation qui a existé il y a de cela 5 millions d'années ou 5, je ne sais plus. En tout cas, ça a eu, c'est des millénaires, avant la naissance de Jésus-Christ. Et donc, lorsque vous voyez comment est-ce que ces peuples vivaient en harmonie, et lorsque vous redescendez à une époque encore plus récente, l'histoire enseigne que lorsque vous êtes en Afrique, c'est un peuple. Parce que il faut rappeler que c'est le colon qui a mis cette idée de frontière. Sinon, c'est le même peuple. La balkanisation de l'Afrique. C'est un peuple qui vivait en harmonie. Et en harmonie avec des valeurs telles que la fraternité, l'hospitalité. Vous voyez, lorsque on disait que ceux-là qui sont venus, les colons, à un moment donné, ils ont compris que l'Afrique avait cette valeur-là où le vol n'existe pas. Lorsque vous déposez un objet quelque part, vous pouvez aller faire des jours, vous revenez, vous allez retrouver ce même objet-là. C'était ça qui caractérise l'Afrique en termes de valeurs. J'ai un ami qui me racontait une histoire récemment où il était allé dans un pays arabe. Il s'est fait que il a perdu son PC, son ordinateur dans une gare. Et il était déjà en déplacement vers une autre région. Mais le soir, il est revenu, il a retrouvé l'ordinateur là où il était. Il s'étonnait, il disait, mais comment est-ce que c'est possible? Et d'autres, dans un pays arabe, d'autres ont confirmé les faits. C'est-à-dire, lorsque vous déposez un outil quelque part, personne ne s'en approche. C'était ce type de valeur. Parce que tout ça là constitue cette vie en communauté dont nous parlons. C'est ces valeurs qui caractérisaient donc l'Afrique. Mais, à un moment donné, il y a eu ce brassage entre les peuples, un brassage qui n'est pas aussi mauvais en soi, mais lorsque vous êtes un peuple et que vous avez une identité, vous essayez de conserver cette identité, même si il est clair qu'on peut rester ouvert sur le monde. Marcus a commencé à faire le saut en arrière. Vous pouvez nous dire un peu à quoi cela ressemblait également? Oui, voyez-vous, lorsqu'on vit en société, il y a des manières, il y a des comportements, des attitudes qu'il faut avoir. Et tel qu'il a dit, moi, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, je me rappelle, il fut des années où, lorsque vous avez un enfant qui commet une bêtise,
si son père ou sa maman n'est pas là, ce sont les voisins rapidement qui disent ah, ça ne se fait pas. Et s'il faut punir, on punit. Voyez-vous? Ou s'il y a une situation dans une maison, ce sont les voisins qui viennent à comment allons-nous résoudre le problème. On sentait cette fraternité-là. La fraternité, oui, la solidarité, la vie en communauté marquée par la fraternité, la solidarité. La solidarité. Cela se remarquait, il fut des années, ça se remarquait. On est prêt, comment on l'appelle, à aller travailler dans le champ de l'autre. Et le lendemain, c'est le tour d'une autre personne. Voilà, ou construire des cases. Voyez-vous, il y a cela, il y a cette vie communautaire qui était vraiment flagrante et qui faisait rassembler les mêmes personnes, les mêmes du même village. Et vous sentez qu'il y a un amour, qu'il y a une solidarité, une fraternité qui règne dans ce village-là. Donc, ce n'est pas seulement, même au niveau des adultes, ça commence au niveau des adultes. Et puisque nous, les adultes, nous étions des exemples, vous allez voir, quand les adultes commencent, ça commence par rejaillir sur les enfants. Oui. Oui, parce que nous sommes des exemples. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On ne vit plus ça. On ne vit plus ça pour multiples raisons. Les raisons sont multiples, on aura le temps, n'est-ce pas, de les énumérer. On ne vit plus ça aujourd'hui. Chacun veut vivre dans son coin. Et les raisons, si vous demandez à Jacques, il vous le dira. Si vous demandez à Jean, il vous le dira. Donc, les raisons sont multiples. Raisons, comment on l'appelle, des raisons, n'est-ce pas, qu'est-ce que je vais dire, sociales, est-ce que je vais qualifier de sociales, où chacun se méfie de l'autre. Il y a cette méfiance-là, cette méfiance-là qui gangrène cette solidarité-là. Mais est-ce à dire qu'il n'y avait pas de méfiance? Non. À cette époque à laquelle vous vous référez tout à l'heure? Non, à l'époque, il n'y en avait pas de trop. Ce n'était pas si flagrant. Non, ce n'était pas si remarquable où la méfiance... Aujourd'hui, la méfiance a pris le dessus. Mais à l'époque, c'est la solidarité, la fraternité qui avait pris le dessus. Voyez-vous, c'est vrai, il y avait une méfiance, mais ce n'était pas si flagrant, ce n'était pas si remarquable. Non. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe? On se dit, nous sommes de la même société. Par conséquent, nous avons le devoir de nous aider, de nous entretenir, de nous soutenir l'un envers l'autre. Et laissez-moi vous dire, à l'époque, il n'y avait pas tant de haine, il n'y avait pas tant d'ambition. Et c'est ce qui crée aujourd'hui tout ça. Tout le monde, nous allons au champ. Voyez-vous, en fait, la mentalité aussi, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de trucs là. Tout le monde était pratiquement au même niveau de trucs là. On dit qu'il n'y avait pas de voiture, il y avait quand même quelques-unes. Non, en fait, non, quand je dis tant de voitures, si vous voulez, pour que ça puisse créer une jalousie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, donc, chacun, dans son truc là, on vivait, la vie était calme, on vivait une certaine solidarité. Voyez-vous, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. On nous a, comment on l'appelle, modernisé, et c'est bien que on n'a pas su prendre ce qu'il faut choisir dans la modernisation. On a tout copié à la lettre, et aujourd'hui, les conséquences, vous savez bien là où nous allons. Donc, c'est dire que on n'a pas su faire un bon choix en matière de modernisation. On a tout copié de façon aveugle. Et aujourd'hui, l'Afrique perd cette valeur de solidarité-là. L'Afrique ne vit plus cette solidarité. L'Afrique est en perdition en matière de solidarité. L'Afrique, est-ce que c'est pas aussi un peu trop dit? Est-ce que c'est toute l'Afrique? Non, c'est toute l'Afrique. Ah bon? Oui. C'est toutes les sociétés africaines? Ah, bien sûr. Il fut, disons, 100 ans par exemple, si vous voulez, mais ce n'était pas comme ça. Non, ça, disons-nous cette vérité-là. Ce n'était pas comme ça. J'ai faim, je vais voir mon ami à côté dans sa maison, je mange et puis bon, la lutte continue. Mais aujourd'hui, il est difficile à quelqu'un d'aller chez son ami et de manger. Ne pas parce qu'il n'a pas à manger. Mais on se dit, mais est-ce que la confiance me conduit jusqu'à ce point? Est-ce que je peux aveuglément aller chez mon cousin ou chez ma tante ou chez mon ami et manger sans crainte? Or, à l'époque, ce n'était pas ça. Mais écoutez, on mange en communauté. Tout se faisait en communauté à l'époque.
Mais aujourd'hui, il y a plus ça, cette communauté-là. C'est vrai, ça, chez, excusez-moi, les musulmans, c'est l'occasion, n'est-ce pas? Chez les musulmans, bon, ça continue parce que vous les voyez parfois assis autour d'un même repas et à la main, ils mangent. Alors, le monde gangréné aujourd'hui par la méfiance, les ambitions, les envies, les jalousies. Qu'est-ce que j'aime? Oui, c'est bien de cela qu'il est question parce que vous vous étonnez, vous posez la question de savoir, mais est-ce que ça veut dire que autrefois la méfiance n'existait pas? Non, c'est pour dire que pourquoi est-ce qu'on ne constatait pas cet état de choses? C'est parce que cette fraternité, cette solidarité dont nous parlons, c'était une culture. Et donc, de génération en génération, cette culture se perpétuait. Vous voyez? Et donc, un enfant qui naît, qui voit que son oncle peut le tabasser comme cela se doit, il reçoit ça comme ça. Il baigne dans cette culture et il sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Un enfant, vous allez dans des villages où on dit qu'on ne vole pas. Mais c'est une culture. Ça veut dire que tu ne voleras pas. Parce que ta culture, c'est ce que cela t'enseigne. Donc, ensemble, on peut, le coach donnait des exemples. Mais il n'y avait pas aussi en termes de, lorsqu'on parlait des moyens de déplacement, ce n'était pas aussi développé. Et donc, le moyen le plus utilisé, comme on le dit entre griffes, c'est le train 11, c'est-à-dire vous marchez. Ou le vélo. Le vélo, tout au moins. Maintenant, lorsque la nuit vous surprend quelque part, vous pouvez aller chez un inconnu et il vous offre l'hospitalité. Le temps que vous passez une nuit, vous mangez, vous vous reposez, que vous continuez votre chemin le lendemain. Mais jusqu'à aujourd'hui, où l'on parle, il y a des peuples africains. Ici même au Bénin, il y a des régions où l'hospitalité, est-ce qu'on peut vous offrir de la plus spontanément. Mais vous fouillez, vous allez voir, on vous donne l'hospitalité, les gens sont capables de mettre même une femme à votre disposition pour vous servir. C'est une culture chez certains peuples d'Afrique. Et donc, voilà. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé au point où, comment est-ce qu'on en est arrivé au point où... Parce qu'il a parlé de méfiance. De méfiance. Lorsque vous ouvrez à l'extérieur, vous allez copier des choses chez les autres et vous pensez que ce que vous adoptez comme peut-être culture n'est pas aussi bonne. Vous savez, il y a cet élément qu'on ne doit pas négliger. C'est bien l'éducation occidentale. Vous voulez tout mettre sur la tête de la modernisation. Et c'est bien vrai. Vous savez, souffrez que je vous le dise comme ça. Le colon, à un moment donné, a voulu intégrer le système africain. Parce que le colon, il est en avance sur des années-lumière. Lorsque vous prenez connaissance de l'histoire, vous savez, les colons savaient là où ils allaient. Des gens qui ont répertorié la cartographie des zones de l'Afrique, c'est parce qu'ils savaient en termes de colons qui avait ci, qui avait ça. Comment on fait pour déstabiliser? Et les vagnants, ceux qu'on a eu, ancêtres, ils ont tenu très bon dans le temps. On va vous raconter l'histoire de Béhanzin qui a mené des luttes de résistance. Samori Touré, vous allez voir El Adjouma, pour ne pas rester seulement au Bénin. Mais ceux-là, ils ont résisté pour que la culture extérieure ne vienne pas même faire... Parce qu'on dit, la culture est ce qui vous reste lorsque vous avez tout perdu. Et lorsque vous prenez en compte quelque chose, il y a une citation qui dit la culture sans ma culture, ma culture. Ouais. Ça, c'est une phrase fétiche issue d'un festival ici qui a lieu très souvent. Jean Audoutan, je voudrais l'appeler. Voilà. Donc, la culture sans ma culture, ma culture. Vous pouvez prendre la culture de quelqu'un d'autre, mais sachez que vous maintenez votre culture pour connaître cette évolution. Je vais donner des exemples. Lorsque vous allez chez certains peuples, même jusqu'à l'heure où nous parlons, cette vie en communauté, elle est sacrée. Je prends les Juifs.
vous allez, même jusqu'à l'heure où nous parlons, les Juifs, observez un peu comment est-ce qu'ils vivent. C'est vrai, on parle, oui, on parle d'une malédiction qui les pourchasse, mais les Juifs, lorsqu'ils sont en communauté, les valeurs dont nous parlons sont sacrées. Fraternité, solidarité. Lorsque vous êtes quelque part où un Juif est, et il connaît l'ascension, il fait tout pour ramener ses autres frères à son même niveau. Fouillez et vous allez comprendre. Vous allez voir que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous prenez les Chinois. Les Chinois, la vie en communauté, ce n'est pas ce que nous observons. Ils ont des valeurs qui leur sont chères et ils préservent, quoi que cela puisse leur coûter, ces valeurs. Mais en Afrique, comment est-ce qu'on fait? Nous, qu'avons-nous fait de nos valeurs? Parce que lorsqu'on parle de l'histoire de l'Afrique, je le disais tantôt, c'est l'éducation qui a détruit le tissu africain. Parce que le colon, à un moment donné, a eu cette intelligence-là d'introduire l'éducation pour pouvoir atteindre son objectif. L'éducation en soi n'est pas une mauvaise chose. L'éducation, c'est-à-dire l'école, c'est ça? L'école, oui. L'école. Ce n'est pas aussi mauvais en soi. Parce qu'ils ont commencé par infecter dans les royaumes et autres à travers les fils de rois qui ont commencé par aller à l'école et on leur enseigne des choses et tout. Avec l'histoire de la religion, tout ça là a permis de baisser un peu de l'attention que ses ancêtres avaient par rapport à un certain nombre de choses. Et donc, ça a contribué à ce que nous nous orientons. Les autres ont besoin d'amener leur culture chez nous pour pouvoir exister. Comprenez ça comme ça. Bon, des gens vous parlent du fait que, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi je m'appelle Marcus, vous vous appelez Angèle. Oui. Mais on se dit, mais d'où sont ces prénoms-là? Ça sort d'où? Je préfère m'appeler Bola, je préfère m'appeler Kodjo. Mais il y a une histoire que les gens racontent entre un Africain et un Chinois. C'est-à-dire, vous avez vendu tout ce qui est de votre culture, de sorte que debout, c'est-à-dire, vous êtes une perte. C'est de ça qu'il est question. Et il revient, il est de la responsabilité des pouvoirs publics de comprendre l'enjeu et de savoir là où nous allons. Bon. Est-ce au pouvoir cette solidarité de nous apprendre cette solidarité? Oui, mais c'est de ça qu'il est-ce au pouvoir public de oui, c'est de ça. Je vais vous donner les exemples. Vous le dites si bien. Fraternité, justice. Pourquoi est-ce que on en est arrivé à dire fraternité? Et c'est le premier thème de la devise béninoise. Lorsqu'on parle d'une nation, vous savez de quoi se repose une nation? C'est les pouvoirs publics. Une nation se repose sur la fraternité. Je vous assure, la solidarité. Et c'est pour ces raisons que je fais référence au pouvoir public. On est en train de perdre ces valeurs-là. C'est pour ces raisons qu'il faut réveiller l'attention. Ça part de la cellule familiale et qui inculque donc ces valeurs de solidarité, fraternité. Lorsque vous êtes au niveau de la cellule familiale, nous sommes issus d'un même père, d'une même mère. On doit entretenir ces valeurs que sont la solidarité, la fraternité. Quoi que cela puisse nous coûter. L'essentiel, c'est de savoir que, et lorsque vous quittez cette cellule familiale, votre milieu de travail, votre quartier, vous continuez par garder cet élan de solidarité et de fraternité. Vous venez en aide, en rescousse à des personnes qui sont en difficulté. C'est déjà d'ailleurs une bénédiction. Vous ne savez pas ce que ça peut vous apporter lorsque vous aidez quelqu'un à se relever d'une situation. Peut-être vous le faites, vous l'avez oublié. Et c'est ces valeurs-là que la culture africaine inculquait aux enfants. Parce que lorsque vous le faites à un moment donné, vous oubliez. Mais à un moment donné, ça vous revient en positif. Vous ne savez même plus par quelle alchimie ça revient. Et donc, ces notions doivent être toujours de mise, de telle sorte même aujourd'hui, on dit aucun pays ne peut vivre en autarcie. De la même manière, aucun peuple ne peut vivre sans rester ouvert.
Mais cette ouverture doit toujours être basée sur ce que nous avons de plus cher. D'accord. Alors, vous semblez dénoncer tout ce qui nous a été apporté. Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas un peu trop vite accepté les choses? C'est-à-dire, si nos valeurs à nous étaient si solides, est-ce qu'elles allaient laisser place à ce que vous dénoncez? Est-ce qu'il peut se mettre? Oui, voyez-vous, lorsque les intérêts sont en jeu et que vous ne maîtrisez pas vous-même ce que vous êtes en matière d'être humain et que vous pensez que ce qui vous vient de l'extérieur est plus important que ce que vous avez, et je suis sûr que vous allez balayer de revers de la main votre propre culture, votre propre identité culturelle et culturelle. Voyez-vous, nous avons perdu ces valeurs-là il y a très longtemps. Il y a très longtemps parce que si vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus voir des gens qui sont en mesure, n'est-ce pas, de vous venir en aide lorsque vous traversez une situation. Vous n'allez plus voir aujourd'hui des enfants qui prennent le véritable pli en matière de solidarité, puisque ça a disparu. Vous n'allez plus voir aujourd'hui des dirigeants qui sont en mesure de venir en aide à la population dont ils ont, je ne dirais pas, oui, je dirais dont ils ont la charge, ou quand les populations peut-être des problèmes dans une religion, dans une région, problèmes d'eau, problèmes d'assainissement, problèmes de voie. Peu aujourd'hui sont ces personnes ou ces personnalités qui viennent en aide, ou le pouvoir public, si vous voulez, de façon générale. Donc ça veut dire que le problème d'abord part de la maison, parce que l'éducation, tout compte fait, l'éducation est la base de tout développement. Lorsque vous ratez l'éducation est inclue dans la culture. Et lorsque vous ratez l'éducation, vous ratez une partie de votre culture, une partie de votre identité, de votre personnalité. Vous ratez une partie de ce que vous êtes comme personne ou personnalité. Alors quand vous ratez déjà ces valeurs intrinsèques, ça voudrait dire que vous allez à la dérive. Et c'est de ça il s'agit aujourd'hui. Nous allons progressivement à la dérive. On se dit, ce qui vient de l'extérieur est mieux que ce que nous avons. Voyez-vous, or c'est bien faux. Il fallait juste toiletter ce que nous avons, la valoriser, et vous verrez que ce que vous avez ou ce que vous êtes est plus important que ce qui vient de l'extérieur. Sachons-le, tout ce qui vient de l'extérieur n'est qu'éphémère, mais l'intérieur doit pouvoir permettre à vous connaître, à vous orienter, à vous permettre, n'est-ce pas, de vous connaître et de vous adapter à toute situation, de vous connecter à l'extérieur. Mais tout en te connectant à l'extérieur, il faut faire beaucoup attention pour que l'extérieur, tout ce qui vient de l'extérieur, ne vienne pas gangréner l'intérieur que vous avez. D'accord. Est-ce à dire alors qu'on ne vit plus du tout ensemble? Est-ce qu'il peut jouer aujourd'hui? Non, nous vivons ensemble, mais avec une certaine méfiance. Voyez-vous, avec une certaine méfiance. Écoutez, il y a des parents aujourd'hui qui ne peuvent plus aller au village aisément, aller passer une nuit au village. Voyez-vous? Pourquoi? Très bien, parce qu'on a peur des sorciers, c'est tout. Mais oui, c'est ça. Si vous ne le savez pas, ça se passe. Il y a des gens qui passent 2 ans, 3 ans sans mettre pied au village, parce qu'ils se disent, mais attention, il n'y a que des sorciers dans ma famille. Non, ce n'est pas. En fait, c'est ça le problème. On n'arrive peut-être pas à se connaître, à se reconnecter à nos sources familiales. On diabolise parfois même notre famille. Mais avec ça, qu'est-ce que la solidarité viendra chercher? Non, ce n'est plus possible. Vous n'êtes pas en mesure d'aller voir la personne, de saluer la personne pour 1 minute. Et c'est avec celui-là que vous voulez vivre la solidarité. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Donc, il y a un problème fondamental. Le problème est dans le moteur, comme on a l'habitude de le dire. Il faut aller à la source, voir est-ce qu'on peut revivre cette solidarité-là, cette fraternité qui faisait de l'Afrique le berceau de l'humanité, qui faisait de l'Afrique, n'est-ce pas, un continent exceptionnel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette solidarité-là, est-ce que ça existe? Mais ça s'effrite.
D'accord. Oui, cette solidarité s'effrite. Qu'allons-nous Je faire? vais vous poser encore, en dehors de l'aspect de sorcellerie dont vous avez parlé, là, Très pourquoi on doit être méfiant de l'autre? C'est Oui. peut-être à cette question qu'on ne répond pas souvent. Merci. Oh non, en fait, vous savez, pourquoi? Parce que, en fait, le problème, il y a la jalousie qui s'installe. Voyez-vous, on est jaloux de l'autre parce qu'il a eu peut-être à réussir sa vie. Ah, est-ce que ça, alors, c'est toujours la modernisation qui l'a amené? La jalousie de toutes les époques, Oui. de tous les temps. Bien sûr. C'est pourquoi je dis, on n'a Jésus pas a su. été trahi. Merci. Donc, On va voilà, applaudir. c'est de Mathusalem alors là. Donc, c'est-à-dire que c'est pourquoi je dis, il faut savoir quoi choisir. Lorsqu'on vous présente des choses, sachez quoi choisir. Quand vous faites un choix qui va vous détruire, qui va vous nuire, ça voudrait dire que vous-même, vous ne vous connaissez pas. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez. C'est ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes tirés par la main. Mais on a oublié notre destinée, on l'a oublié. Cette solidarité qui devrait nous amener à la destinée glorieuse, on l'a oublié. Donc, c'est ça, c'est cette civilisation-là qui a amené cette méfiance-là. L'autre, il est plus aisé que moi. Au lieu de chercher à vivre, de chercher à travailler pour vivre comme lui, on veut le nuire. Or, à l'époque, ce n'était pas ça. Lorsque l'autre a comment on l'appelle, un sac de maïs, il arrive à partager, on mange ensemble. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Lorsque vous avez un sac de maïs, vous ne voulez même pas que les gens sachent que vous avez un sac de maïs. Parce qu'on risque, à défaut de vous l'arracher, c'est-à-dire on peut vous, comment on l'appelle, vous envoyer des missiles, comment on l'appelle, parce que vous avez... Donc, le problème, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on nous a colonisés, non, c'est parce que nous n'avons pas su prendre les dispositions qu'il faut pour pouvoir vivre cette colonisation, mais tout en étant intelligent, tout en étant présent d'esprit pour éviter ce que je pourrais appeler les pièges que comporte, n'est-ce pas, cette modernisation-là. Oui, Marcus Kuchen. C'est à nous de nous actualiser. Pour que nous nous actualisons, ça ne viendra pas de nulle part. Lorsque j'aborde cette question de la colonisation, les gens pensent peut-être à certains moments que, bon, non, quelque part, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. La colonisation a réduit l'Afrique à ce qu'elle est aujourd'hui. Je le dis. Pourquoi? Non. Est-ce qu'on va mettre tous Non, les c'est malheurs ça. sur Non, cela? Pourquoi je le dis? Parce que c'est ça la base du problème que nous vivons. C'est-à-dire, l'autre a comme objectif bien sûr, de pouvoir apporter certaines valeurs chez vous parce qu'il a quelque chose à gagner. Et lorsqu'il a ça en tête, il passe par tous les moyens pour atteindre son objectif. Que ça soit par le mal, que ça soit par le bien. On dit, le lézard entre dans un mur qui est lézardé. C'est-à-dire, lorsque vous êtes fragile, c'est que ça entre dedans. Et donc, ça peut vous, on va vous parler de la politique du diviser pour régner. Mais ça a existé. Lisez, vous allez comprendre que c'est comme ça. Et donc, pour inverser la tendance, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Pour inverser la tendance, c'est-à-dire, nous devrons être en mesure de lever la conscience de la société. C'est de ça qu'il est question. Et pour que la conscience de cette société soit élevée, ça ne passe pas, on dira qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Mais le printemps peut démarrer par une seule hirondelle. Suivez mon regard avec ce qui se passe aujourd'hui, avec une coalition des États de l'Afrique, on parle, je ne vais pas rentrer dans l'actualité, mais pour dire quoi? Que lorsque l'autre arrive à infiltrer votre système, c'est que à un moment donné, vous êtes foutu. Et donc, beaucoup n'ont pas encore compris. Le jour où l'Afrique comprendra tel que ça fonctionne, eh bien, on va étonner le monde, comme l'a dit dans un autre concept. Oui, non, pas le panafricanisme. Parce que ce que je vous dis, ça dit, il faut vraiment une masse critique de personnes en termes d'éveil, de l'enjeu, pour que on puisse redevenir soudés. C'est de ça qu'il est question. Parce que nous n'avons pas encore atteint cette masse-là.
C'est pour cette raison que il y a ce problème qui persiste. Vous avez parlé de pourquoi est-ce que le vivre ensemble est devenu problématique. Le coach donnait un exemple. Parce que à un moment donné, les gens ont peur d'aller au village. C'est vrai, la méfiance, on va vous dire que ça n'existe pas de notre temps. En fait, mais les gens ont été tout le temps méfiants. Dans l'Antiquité, les gens commettaient des crimes les plus atroces. Allez dans l'Europe, je ne sais plus, vous allez voir, les gens coupaient la tête aux autres, comme c'est vrai qu'on qualifiait l'Afrique de barbare, mais la barbarie, c'est partout au monde. Et donc, pour dire quoi? Je reviens par rapport à cette ligne de défense de départ, pour dire que Nelson Mandela l'a dit aussi, c'est l'éducation qui permet de sauver le monde. Et pour sauver cette affaire de solidarité, pour restaurer, j'ai bien envie de dire, cette solidarité qui caractérise l'Afrique, cette fraternité, ça va passer encore beaucoup plus par cette éducation-là. Plus vous amenez les autres à comprendre. Tu envies l'autre alors que tu ne gagnes rien en le détruisant. Mais il faut éduquer les gens à comprendre que tu ne gagnes rien en détruisant l'autre. Bien au contraire, il faut chercher à l'aider à grandir davantage. Parce que c'est tout comme si, je vais prendre cette image-là, vous êtes tous deux assis sur une planche. L'autre est au bout, vous êtes derrière. Mais la planche est en équilibre parce que vous deux, vous êtes dessus. Mais le jour où tu pousses l'autre, tu tombes. Et ce sont ces schémas-là qu'il faut inculquer aux gens pour que la majorité, pour qu'on atteigne cette masse critique, en réalité que le malheur de l'autre ne m'apporte aucun bonheur. Au contraire, plus il est dans le malheur, mieux, moi aussi je suis dans le malheur. Et c'est vrai qu'on ne va pas parler des histoires d'aumône et autres qui... Il a été dit toujours, même depuis la Bible ou les livres saints, que c'est le travail qui permet à un homme d'être indépendant. Donc, travaillons et n'attendons rien des autres. Parce que lorsqu'on parle de solidarité, c'est pas parce qu'on parle de solidarité que tu ne fais rien et tu attends les autres, ou bien tu as l'esprit tordu et tu penses que non, tu peux bénéficier des autres. Non, le travail, c'est également cette valeur-là qu'il faut inculquer pour que la vie, parce que si moi je travaille, je vais faire comment pour que mon frère qui est en difficulté puisse avoir aussi un travail. Et on dit, il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner du poisson. Et donc, c'est dans cette logique-là, si moi je suis dans une famille, que je suis à l'aise et que j'ai mon frère qui lui il est quelque part, qui n'a pas de quoi manger, je ne serai pas tranquille. Parce que tout le temps, il viendra me déranger, par exemple, pour dire, essaie de me trouver quelque chose, essaie de me trouver quelque chose. Tu vas faire ça pendant combien de temps? Qu'est-ce que tu fais pour lui permettre à ce qu'il puisse être lui-même indépendant? Et c'est en multipliant ces gestes, comment est-ce qu'on arrive à devenir riche? Et c'est comme dans l'histoire de Babylone. Vous savez, Babylone. On va y aller vite. Pour conclure, si vous voulez, mais lorsque vous prenez Babylone, des millénaires en arrière, mais c'est une région du monde qui a explosé, immensément riche, où beaucoup avaient de l'argent. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. Il y avait certains éléments qui disposaient de la ressource. Comment est-ce qu'on arrive à gagner de l'argent? Et il fut un temps, selon ce que l'histoire raconte, cette communauté de personnes qui savent comment ça fonctionne, cette communauté a été réunie et l'éducation a été enseignée à d'autres qui ont commencé également à amasser de l'argent. Et c'est en amassant que l'État grandit. Et c'est de cette solidarité qu'il est question. Donc l'histoire de Babylone est là pour comprendre, pour faire comprendre aux uns et aux autres que c'est ensemble qu'on va au bon port. Et ce n'est pas parce que tel t'a fait du mal
que tu prends la décision, parce qu'on a cette tendance-là aussi à dire, je n'aiderai plus personne. Si tu sais, parce que Dieu qui a créé son monde, c'est que dans le monde, on sait qu'il y a le bien et le mal. Mais c'est pas parce que on dit les 1000 pattes piquent que je ne vais pas essayer de l'aider. Parce que la nature des 1000 pattes, c'est de piquer. Vous comprenez? Donc, pour dire, nous devons, là où nous sommes, dans notre environnement, aider, chercher à faire en sorte que cette solidarité, parce que si moi je le fais, vous le faites, lui le fait, c'est comme l'histoire du colibri. Le colibri, il y a l'incendie dans la forêt, mais le colibri, c'est cet oiseau-là qui va chercher de l'eau dans l'intention d'aller éteindre le feu. Mais cet oiseau seul peut faire quoi? Mais déjà l'idée là, si tous les oiseaux ont cette idée, je pense que l'impossible sera possible. Vous en avez des histoires quand même, Marcus. Vous avez des histoires. Oui, est-ce que c'est à vous pour qu'on puisse installer ce complexe? Comment on inverse la tendance? Oui, inverser la tendance, c'est d'abord une prise de décision personnelle. C'est vrai, nous avons fait cas tout à l'heure des responsables, comme on appelle, à divers niveaux, mais je pense que chacun de nous doit se sentir d'abord responsable et se dire que dois-je faire pour renverser la tendance, pour apporter un de plus, pour que cette solidarité jadis puisse revenir et pour qu'on puisse vivre cela comme ça se passait. Et je vais nuancer un peu les propos de mon cher ami. Je me demande si cette solidarité de Babylone, c'est ça, non, pourrait revenir. Oui, parce que la nature, la société d'aujourd'hui perd la vitesse, perd, n'est-ce pas, cette vision-là qui consiste, n'est-ce pas, à vivre ensemble, qui consiste, n'est-ce pas, à vivre cette fraternité. Il semble que nous n'avons plus cette notion-là, cette notion nous échappe. Alors, nous devons, n'est-ce pas, commencer par reconnaître que nous sommes en Afrique et quelles que soient les valeurs qui viendront de l'extérieur, nous avons notre culture qui doit nous permettre de nous identifier, de nous permettre, n'est-ce pas, de nous ressourcer et de se dire que nous avons une culture qu'il faut devoir sauvegarder, faire cas de cette culture-là pour aller de l'avant. Et c'est sûr que des années, comment on l'appelle, dans des années plus tard, l'Afrique va s'afficher positivement. L'Afrique sera aussi un continent de référence, d'abord en matière de solidarité et en matière de développement dans tous les secteurs pour que nous puissions réellement vivre aussi heureux, parce que on ne peut pas vivre seul heureux. Il faut nécessairement vivre en communauté pour réellement vivre heureux, même si il y a de ces péripéties, de ces situations qui gangrènent, n'est-ce pas, cette solidarité. Nous sommes obligés, n'est-ce pas, de vivre en société, puisqu'on vit pour résoudre des problèmes. Et tant que les humains se rassemblent, les problèmes, il en existera. Mais comment les résoudre? C'est ça le problème. C'est ça là, comment on l'appelle, ce qu'il faut rechercher. On ne peut pas vivre sans les problèmes. Non, mais comment les résoudre? C'est ça le fondamental. Si on pourrait comprendre ce mécanisme, ce système, je suis sûr que l'Afrique va retrouver sa culture, vivre sa culture et la valoriser pour que ceux qui viennent de l'extérieur puissent aussi dire que l'Afrique a une culture qu'il faut respecter et qu'il faut valoriser. D'accord, merci beaucoup. Est-ce Kozuma, Marcus? Oui, je voudrais dire une phrase, c'est que c'est l'éducation qui est cette âme puissante qui permet de régler les problèmes. Et lorsqu'on parle de cette éducation, ça dépend de ce que nous mettons dans les curricula, ce que nous enseignons, que ce soit en termes de valeurs et autres, en termes d'ingéniosité, en termes de... Lorsqu'on parle de la science et tout ça là, ça contribue à forger l'esprit d'un peuple. Et c'est ce que les peuples que nous envions font. L'esprit qui sommeille en chaque être est éveillé de par l'éducation. Et puisque nous parlons de ce qui est cher, notre culture,
Je voudrais dire, vous voyez ce qui s'est passé tout récemment avec cette initiative, je voudrais revenir là-dessus, les Vodou Days. Oui, montrer, parce que à un moment donné, la culture, lorsqu'on est dans tel ou tel autre champ, a été désacralisée. Et j'ai utilisé tout à l'heure un mot en termes de restauration. Et des initiatives sont prises au sommet de l'État pour permettre à ce que on puisse se remémorer ce que cette culture a de noble. C'est vrai, on dira que tout n'est pas parfait, mais il y a de très bonnes choses qu'on peut toujours garder. Et il revient donc aux autorités passant le bas peuple à pouvoir montrer l'enjeu et de sorte que on puisse être fier de ce que nous sommes en termes de culture. Je veux bien que après le président qui est actuellement en train de faire des efforts en termes de Vodou Days, par exemple, que l'autre président qui viendra pourra poursuivre parce que on a connu un président qui reste dans son carcan de religieux, mais qui n'apporte rien. Si jamais un autre vient et qui est comme l'autre, est-ce qu'on continuera toujours par aller de l'avant? Donc, la culture doit être ce que nous avons de cher et ce que nous allons achérir. Ouais, merci beaucoup, Marcus Kudjanma. Merci à vous, Eskil Pozuma. Allez, je vais installer à présent mon second plateau. Quand on parle de fraternité humaine, déjà, je vous remercie pour la question que vous me posez. On parle de la communauté de destin. On parle de l'appartenance à l'espèce humaine. On parle de liens de sang, de liens de culture, de liens d'appartenance à une même humanité. Nous sommes tous des frères. Et forcément, quand on parle de cette appartenance et de ce lien, on parle d'amour, on parle de solidarité, on parle d'entraide, on parle d'absence de conflit, d'absence de guerre, d'absence d'hypocrisie, mais on parle d'unité pour l'évolution de l'homme et de tout l'homme. Comment nous le vivons au Bénin? On le vit au Bénin comme dans toute espèce, comme dans toute société, comme dans tout ensemble ou sous-ensemble. Vous savez, dans notre devise fraternité, justice, travail, c'est pas pour rien que le peuple béninois a validé en première instance la fraternité du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Frère, grand F, la fraternité ici dont on parle, c'est la nécessité pour nous de maintenir ce lien d'amour, ce lien d'entraide, ce lien de fraternité qu'il y a entre nous. C'est le recours à un destin commun que nous avons et que nous devons avoir. Comment on le vit? Il y a un adage qui dit « la famille n'est belle qu'en photo ». Déjà, la famille, qui est le premier siège, le premier lien, le premier creuset où doit se manifester cette fraternité et cet amour, il arrive que deux frères du même sang ne s'entendent pas, que deux frères du même père et ou de la même mère s'en veut la mort. Il arrive que le père en veut au fils ou la mère à la fille et vice-versa. Ça aussi, ce sont des écueils, ce sont des résistances à l'accomplissement de la fraternité. Nous l'avons chez nous aussi. Et quand on dépasse le niveau de la famille, qu'on rentre au niveau de la communauté, on rentre au niveau du quartier, on rentre au niveau de l'arrondissement, de la commune, du département et puis de la nation entière, ces mêmes dynamiques continuent et parfois se font plus compactes, plus massives. Mais c'est justement parce que ces réalités existent qui secouent les fondements de la fraternité que nous devons prendre conscience au quotidien et travailler parce que la fraternité, c'est une dynamique, c'est un processus. Elle n'est pas gagnée une fois pour toutes. Et on ne peut pas faire bon marché de la fraternité de l'homme et se dire, qu'on le veuille ou non, l'homme sera toujours le frère de l'autre. C'est pour cela qu'au quotidien, tous les acteurs, depuis le dirigeant national jusqu'au citoyen lambda, nous devons au quotidien travailler pour que ces
résistance soit dépassée, soit vaincue, pour que l'idéal que prône la fraternité, nous puissions l'approcher au quotidien. C'est un combat quotidien, c'est un combat de tous les instants et nous devons travailler pour atteindre ce but. En tout cas, chacun dans son pèlerinage sur cette terre, dans sa courte vie, le court passage qu'il a sur cette terre, doit agir, doit penser, doit sentir, doit travailler pour que la fraternité, la vraie fraternité, advienne. La fraternité humaine au Bénin, eh bien, c'est une question assez vaste. Parce que ce n'est pas le fait de décréter cette journée de la fraternité humaine à l'international qui est le début de la fraternité. La fraternité a existé bien avant le besoin du pape et de l'imam El-Taïeb, du pape François et de l'imam El-Taïeb. La fraternité, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus cher pour nous, Africains au sud du Sahara, et plus particulièrement pour nous, Béninois. Et la meilleure manière de définir cette fraternité, eh bien, on trouve cela dans notre langue, issue de l'ère linguistique Adjatado. Pour appeler quelqu'un frère, comment l'appelle-t-on? Non-vie. Non-vie, c'est-à-dire qui est issu d'une même mère que moi. Nous savons que nous vivons dans le matriarcat. Nous, notre culture est une culture matriarcale. Et donc, cela veut dire que nous sommes tous sortis d'un même cadre matriciel. Et c'est ça qui fait que même lorsque nous nous retrouvons à l'extérieur et que nous retrouvons quelqu'un du même village que nous, on l'appelle mon frère. Lorsque chez nous, il n'y a pas de cousin, c'est-à-dire la notion de cousin, le terme fraternité chez nous n'est pas mesuré. Il n'y a pas de quantification de la fraternité. Maintenant, au Bénin, nous vivons la fraternité. Notre histoire a été une histoire de fraternité vécue et de fraternité trahie. Nous nous sommes trahis, nous avons trahi nos proches pour pouvoir être bien vus des tout autres à qui nous avons ouvert notre cœur. Lorsque une autre culture est venue, puisque notre civilisation matriarcale est une civilisation d'accueil, eh bien, nous accueillons le tout autre. On accueille l'étranger. D'ailleurs, même chez nous, le mot étranger n'existe pas. On dit Djolono ou bien Amedjro. Et donc, la personne désirée. OK. Et donc, nous avons le cœur ouvert aux autres. Et ceci nous amène parfois à trahir nos proches, à trahir celui qui est lié à moi immédiatement. Et donc, cette journée du 4 février, si nous voulons mieux la vivre, devrait être une journée qui interroge, qui nous interroge sur la fraternité vécue et la fraternité trahie, sur notre histoire, qui est aussi une histoire faite de fraternité trahie. Nos héros, c'est nous-mêmes qui les avons trahis et les avons livrés aux envahisseurs et aux impérialistes. Et donc, en faisant frère avec le tout autre, qui vient un autre paradigme, nous avons trahi notre propre frère. Lorsque vous prenez l'histoire de Toussaint Louverture, eh bien là aussi, il est question d'une fraternité trahie pour une fraternité avec le tout autre. Voilà un peu comment nous vivons la fraternité au Bénin. Elle est bonne et elle porte aussi les lacérations de nos préoccupations personnelles. Lorsque je suis dans ma famille, entre les enfants de mon papa et de maman, nous sommes frères. On dit, bon, même père, même mère. Quand on élargit un peu, on est frères de la même famille. Quand on évolue un peu, on est frères du même quartier, etc., frères de la même ville. Donc, même quand c'est au niveau de l'école ou des lieux de travail, on est frères. Et je pense que nous, on a grandi dans un contexte où, franchement, je vous assure,
et musulmans et non musulmans, tout le monde était dans une certaine fraternité. On n'est pas de la même famille, mais vous voyez vraiment, il y avait la fraternité ambiante, il y avait le soutien, il y avait l'amour, il y avait la tolérance, il y avait même la protection du prochain. Quand il commet des erreurs, on le protège et puis après, on l'appelle pour dire attention, attention, ça là, ça ne va pas, il ne faut plus recommencer. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la fraternité mondiale, c'est quand on dit qu'on a consacré une journée pour la fraternité mondiale, c'est de voir d'abord dans quel contexte le monde évolue aujourd'hui. Dans un contexte où d'aucuns veulent se prévaloir loup par rapport aux autres. Peut-on parler de fraternité dans ces conditions où c'est l'intérêt matériel qui est miroité et pour sauvegarder cet intérêt matériel, on est prêt à tout. On est prêt à reconnaître qu'on est malhonnête, on est prêt à reconnaître qu'on est violent, on est prêt à reconnaître pour dire là, on va vous obliger à nous laisser voler vos trucs ou bien on va vous taper là-dessus. Ce n'est pas dans ce contexte qu'on peut parler de fraternité. Et je crois que quand la journée arrive dans un contexte où vraiment où ça laisse une grande question. Dans un contexte où un pays comme Israël s'élève et allègrement bombarde le peuple palestinien, tuant les enfants, détruisant tout au passage, et tout le monde garde un silence. Ça veut dire qu'ils sont soutenus. Or, les lois éternelles disent quoi? Il dit, aidez votre frère, qu'il soit opprimé ou oppresseur. On dit, comment aider le frère quand il est... On peut aider l'opprimé en le sauvant de l'oppression. Mais comment aider l'oppresseur? Il dit, en l'accompagnant pour qu'il cesse d'être oppresseur. Mais quand vous regardez aujourd'hui, dans nos sociétés, au niveau des pays, au niveau de la sous-région, des sous-régions dans le monde, vous voyez que vraiment, et apparemment, c'est comme une petite jungle. Je pense que ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut que l'homme retourne aux valeurs intrinsèques et puis, quelle que soit la politique qu'on veut adopter, nous retournons à nos cultures, à nos valeurs africaines, à nos valeurs religieuses. On me dit que s'il y a problème, il n'y a jamais eu de problème en quelque que ce soit au Bénin. Donc chacun se respecte, chacun respecte son point. Tu respectes l'autre. Et tu vois dans quelle mesure tu peux échanger avec lui pour que vraiment tout puisse aller pour le mieux, pour éviter l'injustice, pour éviter des erreurs, pour éviter de blesser le prochain. S'il est, il est dans une situation où il a besoin d'être accompagné, vous l'accompagnez par les conseils. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut parler de pouvoir parler, enfin, qu'on peut prétendre vouloir parler de fraternité. Voilà, tout est déjà bancal, penché et soutenu encore dans cet état de bancal. Je voudrais que les gens se prennent, que les uns et les autres, tous autant que nous sommes aujourd'hui, que nous nous prenions au sérieux, que d'aucuns se lèvent pour dire que bon, il y a déjà trop d'hommes sur terre, il faut les balayer comme on balaye les cafards. Mais vous voulez je crois que chacun n'a qu'à rentrer dans son contexte. Tu es ce que tu es, tu as ce que tu as, mais avec ce que tu as, les idées rétrécies qu'il y a en toi, ne cherche pas à imposer ça aux autres. Et je pense que là, le monde aura la chance d'être ouvert et l'on pourra relever les grands défis de la fraternité. Fraternité, c'est une fois que nous avons mis ce plan-là, ce levier-là, c'est surtout sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan environnemental, dans tous les paliers en profondeur de la société, la fraternité devrait se manifester. Et vous voyez, si vous prenez un seul bout et que cette fraternité-là se manifeste, du coup, elle contamine tous les autres. C'est une sorte de contagion, puisque le petit bout par lequel vous prenez cette fraternité va irradier tous les autres bouts. Et dans la religion, plus qu'ailleurs, parce que toutes les religions prônent l'amour, toutes les religions prônent l'union, prônent la tolérance, prônent l'entente, prônent la solidarité. Donc, dans la religion, mieux qu'ailleurs, mieux que partout ailleurs, cette fraternité doit être en œuvre. Or, malheureusement, pour des raisons de prosélytisme, pour des raisons d'impérialisme, pour des raisons d'ego, pour des raisons de leadership, pour des raisons d'ignorance aussi, la fraternité est mise à rude épreuve, notamment dans les religions, dans ces sphères où elle devrait être promue
le plus, c'est encore dans cet esprit qu'on est plus adversaires, plus ennemis entre des frères et des sœurs. Là aussi, nous avons du travail, nous avons du chemin. Là, d'abord, nous avons du chemin et ce qui se passe dans la religion doit plutôt servir de leçon à ce qui se passe dans les autres dimensions de la société, c'est-à-dire la politique. En matière de fraternité, ce n'est pas seulement aux religieux, mais c'est d'abord ensuite aux religieux, ensuite c'est aux parents, aux familles, c'est dans tous les foyers humains. En matière de fraternité, si vous ne pouvez pas être une étoile au ciel, soyez tout au moins une lanterne sur terre. Il faudrait dépasser l'individualisme, notre égoïsme, pour plus penser aux autres. Trouvons du temps à nos frères et sœurs de la même communauté. Donc, c'est l'essentiel. Merci à tous nos invités pour votre apport à cette thématique qui nous concerne, qui concerne notre vivre ensemble, pour d'ailleurs mieux vivre ensemble, retrouver nos valeurs d'antan perdues pour peut-être à cause de plusieurs facteurs. On ne pourrait pas toujours tous les énumérer. Mesdames et messieurs, c'est fini pour le débat. À demain.